Joris, cool. Bah, merci d'être venu me voir. Ça a été à Marseille quelques jours, Ouais, au passage. merci Samuel pour l'invitation, exactement. Quelques jours de pause à Marseille. Donc, ouais, tu es venu te reposer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Joris, donc tu vas te présenter. Joris, on se connaît depuis les Room Clubhouse. Ça fait combien de temps en fait? 2021? Ouais, 2000 début 2021, 2021. Donc, on a fait beaucoup de rooms sur l'immobilier tous les jours tous les quasiment. jours. On était en mode conseil. On était un groupe de 5-6 personnes. C'était un truc de fou. Donc, on animait une vraie communauté, truc de malade. Depuis, donc, à l'époque, tu étais salarié, c'est ça? Exactement, ouais. Salarié. Donc, tu faisais ça sur tes pauses. Sur mes pauses, ouais, on faisait tous les rooms, tous les jours en semaine, sur la pause du midi. Ouais. Et je me souviens, ouais, à l'époque, je venais m'isoler. Alors, on essayait d'être un peu tous en même temps dispo. Et on s'isolait, salle de réunion, avec les petits écouteurs. Et on venait répondre à toutes les questions qu'il y avait sur l'immobilier à ce moment-là. Donc, tu étais déjà passionné d'immobilier. J'étais dans ma phase acquisition, full, concentration. Donc, à l'époque, tu étais salarié d'une boîte, c'est ça? Exact. Donc, tu échangeais entre guillemets ton temps contre de l'argent. Un petit Tu peu. avais déjà commencé à investir dans l'immobilier? J'avais déjà commencé à investir dans l'immobilier depuis vraiment 2019, D'accord. au moment où je suis rentré en France. Et du coup, là, 2021, j'étais dans une phase où j'avais commencé les premiers investissements. D'accord. Et j'étais dans cette phase où je me dis, ok, je vois que c'est intéressant. Je commence à tomber dans le côté passion aussi, plus que dire, bon, l'IMO, c'est cool. Mhm. Et après, ouais, là, c'était toute l'année 2021, c'était se dire, je me mets un objectif de, entre guillemets, quitter le salariat, au moins de récupérer du temps pour me libérer un petit peu de ça. Et donc, ouais, c'était cette Donc, tu phase. avais l'idée d'être full investisseur, c'est ça? Enfin, ou de vivre de ton immobilier, c'est ça? J'avais l'idée de me dire que je peux me le permettre, en fait, parce que au niveau du salariat que j'avais, je travaillais beaucoup à l'étranger, j'avais pas mal D'accord. d'expatriation, donc c'était hyper intéressant. Mais bon, comme tu l'as dit, hein, c'est bien 5 6 ans, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on atteint un plafond de verre en Mhm. termes d'évolution. Mhm. Je me retrouvais rapidement bloqué dans mon évolution au niveau du boulot. Et c'est de me dire, ben, demain, si j'ai envie de repartir voyager, si j'ai envie de prendre plus de 5 semaines de congé, et surtout quand je veux venir à Marseille 4 jours en plein milieu de la semaine, au mois de mars, etc., je peux me le permettre. Et c'était de se dire, j'ai quelque chose à côté qui tourne. Et Ouais, qui donc toi, il y a permet- côté liberté, indépendance, entre guillemets, avoir la paix qui est important pour toi. Enfin, C'était pas ça. avoir. Ok. Donc ça, donc tu as commencé 2021-2022 à fond dans l'IMO. Ouais. Tu as quitté ton job de salarié quand? J'ai quitté mon job le avril 2022. Avril 2022, donc j'ai démarré un petit peu l'IMO 2019, accélération 2020, 2021 et jusqu'à avril 2022, où c'est à ce moment-là où je me suis dit, je peux financièrement me permettre de lever le pied, de quitter le salariat, et j'ai l'immobilier à côté qui tourne. Donc, tu as quitté ton job avec une rupture conventionnelle ou quitté ton job Rupture conventionnelle. Alors la petite histoire, c'est que j'ai aidé quasiment tous mes collègues de boulot à acheter de l'immobilier, que ce soit la résidence principale D'accord. ou investissement, même ma chef. Et du coup, au moment où je voulais partir, lancer l'entrepreneuriat, etc., c'est elle qui est venue me proposer. Elle me dit, écoute, pour t'aider dans ton projet entrepreneurial, en plus de l'IMO, Waouh. etc., nous, tu nous as aidé à développer la boîte. J'ai beaucoup aidé à développer aussi la société dans laquelle je travaillais. Écoute, on peut te proposer ça. Et eux, ils avaient un peu dans l'espoir que, comme j'ouvrais une société de conseil et qu'on travaillait dans le conseil, que dans 1 ou 2 ans, je revienne travailler avec eux dans une autre région, peu importe, et que je revienne. Et donc voilà, donc ils m'ont dit, ça permet au moins de 1 an, 2 ans de lancer ton truc, Mhm. et pourquoi pas revenir travailler avec nous ensuite. Ouais, donc ils t'ont aidé à avoir une rupture conventionnelle. C'est exceptionnel, ça. Ils m'ont proposé, et après, c'était directement les responsables, hein, ils ont discuté avec le RH, ils m'ont dit, écoute, nous, par rapport à ce que tu nous as apporté, on peut, et si en plus ça peut t'aider dans ton projet. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as quitté ton boulot. Donc, maintenant, tu as des revenus immobiliers qui te permettent de vivre. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais en plus? Aujourd'hui, pas mal de choses. Donc, sur l'immobilier locatif, on continue toujours un peu des projets en locatif. C'est toujours une passion. Et puis, avec le réseau, l'expérience, on se dit c'est dommage de ne pas saisir une opportunité. Donc, on continue. Quand tu dis on, c'est avec des associés? Avec hein mes parents, surtout Ok, en mon famille, père, mes d'accord. parents, exactement. On a beaucoup investi ensemble. J'ai investi aussi en perso. Maintenant, je suis avec D'accord. des associés. Mais on est tous ensemble sur les projets IMO. Mhm. Du coup, on continue toujours le locatif. On fait du marchand de biens maintenant, puisque D'accord. on développe des projets plus gros et on peut faire D'accord. l'achat-revente.
Et à côté de ça, j'ai ouvert une société de conseil, donc d'accompagnement dans l'investissement immobilier, qui en fait permet de prendre des personnes qui sont dans l'état où j'étais en 2018, en mode je me forme, j'ai envie d'investir, mais la marche elle est quand même assez grande pour démarrer et puis pour vraiment atteindre des objectifs. Pourquoi tu dis ça? On voit plein sur Instagram de gens qui disent deviens millionnaire avec l'immobilier en 5 minutes, non? C'est un petit peu C'est ça. pas vrai ça? Ça, c'est la deuxième problématique. Et la première où, en fait, l'IMO, c'est un métier. Oui. Il y a du juridique, du fiscal, des D'accord. travaux, il y a de tout. Donc, c'est hyper complet et du coup hyper intéressant. Et à côté de ça, sur les réseaux sociaux, on a énormément de personnes, soit qui vous donnent une stratégie et disent que vous allez atteindre 1 million en Salut à 6 toi, mois. jeune entrepreneur. Voilà, exactement. Ces petits détails, on les reconnaît vite, mais malheureusement, au début, on est un peu submergé par toute cette masse d'informations. Et aussi, pour moi, l'immobilier, la compétence et la légitimité, c'est le nombre de projets qui ont été réalisés, c'est l'expérience sur tout type de projet et pas juste un seul type de projet. Et on voit de plus en plus des personnes qui démarrent, qui ont fait 2 projets, arrêtent de travailler et veulent faire de la formation, de l'accompagnement parce qu'apparemment on gagne de l'argent aussi en faisant de la formation. Et sauf que quand ils accompagnent des personnes et qu'ils n'ont fait que 2 projets, les conseils sont un peu limités aussi. Ouais, puis ils vont vite être bloqués pour refaire d'autres projets après. Ils vont vite n'ont être pas encore un bloqués. track record. Ils vont vite être bloqués et en plus, du coup, si ils ont fait que par exemple des appartements en colocation, demain quelqu'un intéressé veut être accompagné et veut faire un immeuble, Oui. c'est pas la même chose. Et donc, toi, oui, par rapport à ça, donc toi, tu as acheté combien de biens aujourd'hui? Sans locatif. Aujourd'hui, on a en cumulé acheté 42 biens. D'accord. 42 biens, donc principalement des immeubles, on a aussi des appartements, des maisons, Donc, des locaux 42 biens, commerciaux. c'est 42 immeubles ou c'est 42 lots. 42 Donc, lots 42 dans lots, plusieurs donc, immeubles. Dans Ok. plusieurs immeubles, donc on doit avoir entre 10 et 12 immeubles à peu près. L'immeuble de 2 appartes, un garage, à l'immeuble de 9 logements. Locaux commerciaux aussi, maisons. Et là, on est en cours d'acquisition de 2 immeubles avec 12 et 14 lots en plus. D'accord, ok. Donc, toi, alors, ton premier achat, c'était en quelle année? Alors, tout premier achat, c'était mars 2016. Mars 2016, c'était un appartement sur Toulouse. D'accord. 70 000 euros, tout compris, 90 000 euros, pas de travaux, qui était à peu près propre. On a mis de suite en location donc avec mes parents. Et c'était un peu le mode, je prépare pour la retraite dans 15 ans. En location nue, meublée? Nue? Ouais, location nue, pas de travaux, emprunt sur 15 ans, pas de différé, Combien d'apports? 0. À l'époque, D'accord. c'était facile de mettre Mais 0. 15 ans, c'était court quand même. Du coup, c'est Donc en fait, on avait un projet qui avait 11 ou 12% de rentabilité, qui avait été acheté vraiment au bon prix. Mais par contre, on faisait 0 de cash flow dessus parce que 15 ans, court. Ouais. Et en plus, même à la fin de l'année, avec l'imposition, parce qu'on n'avait pas de travaux, et donc rapidement, en location nue, on n'avait pas l'amortissement. Et en fin d'année, on se faisait un peu abattre par les impôts. Mais ça nous a permis déjà d'apprendre et surtout de rectifier le tir. Donc on a fait un deuxième comme ça rapidement en 6 mois. Celui-là, vous l'avez encore ou vous l'avez vendu après? On l'a vendu, mais c'est le premier qu'on a vendu en novembre 2023. Donc D'accord. là, et pour donner un petit peu, pour les personnes qui sont focus cash flow, donc on faisait 0, quasiment même on perdait un petit peu d'argent avec les impôts à la fin. Mais en 7 ans, donc 2016-2023, donc on l'avait acheté 75-80, ça nous est revenu. Donc on l'avait acheté 75-80 en prix de revient. Au bout de 7 ans, du coup, il nous est resté 42 à rembourser, on l'a vendu 110. Ah ouais. Donc en fait, on a fait, là qu'on l'a vendu en novembre 2023, on a récupéré sur nos comptes quasiment 70 000 euros. Alors que c'était un petit projet à 70 qui nous dégageait pas de cash flow. Quasiment le prix de l'appartement. Quasiment le prix de Donc un bel apport pour faire Exactement, un bel quelque apport chose pour d'autre. après aller grossir. Et c'est l'intérêt de l'immobilier. Oui, donc en peu de temps, ça vous coûtait combien par mois cet appartement? Cet appartement, il nous coûtait 300 euros, 350 euros par mois de crédit. C'est accessible à pas mal de monde. Donc ça qui est intéressant. Donc toi, aujourd'hui, effectivement, ton positionnement, tu dis par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet, c'est de dire j'accompagne des gens, je suis dans le vrai, j'ai déjà fait des projets de l'immobilier nu, qui n'est pas forcément l'idéal aujourd'hui. L'immobilier aujourd'hui, donc tu fais du commerce, de l'immeuble, de l'appartement meublé.
de la conciergerie, enfin, ce qu'on appelle LCD ou ce qu'on dit souvent, on entend le mot Airbnb. Tu fais ça aussi aujourd'hui. Exact. Donc tu touches un peu à tout, donc tu es légitime entre guillemets par rapport à enfin, après tout ce qu'on entend, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ce que je veux dire c'est que moi ce qui me frappe c'est de voir cette pub permanente de coachs qui ont 22 ans entre guillemets et qui n'ont jamais acheté. Enfin, après, à un moment il faut se lancer, hein, c'est tout à leur honneur de se lancer, mais ceci dit, il faut faire attention de tous les points. Donc aujourd'hui, ta cible de personnes, c'est des primo-accédants, des gens, peu importe, ou des gens qui sont déjà Aujourd'hui, on propriétaires. a une cible principale dans l'accompagnement, puisqu'en fait, le but, c'est de pouvoir intégrer des personnes dont on est sûr qu'on peut les aider à atteindre les Ouais, c'est ce que objectifs. tu disais hier, tu veux pas des gens qui papillonnent, tu veux des gens qui passent C'est vraiment ça. à l'action. En fait, aujourd'hui, C'est ça. on ne va pas prendre de débutants purs qui ont encore ces croyances limitantes liées à ce que l'immobilier c'est vraiment intéressant, etc. Il y a plein de formations en ligne qui existent, ou même gratuites, payantes, des vidéos YouTube, pour commencer à prendre conscience que l'immobilier c'est intéressant et c'est fait pour eux. Et nous, on va prendre des personnes donc, qui sont déjà formées, qui ont déjà passé ce premier cap, qui ont déjà fait peut-être une RP avant, etc. Et on va vraiment venir les aider à concrétiser des vrais projets d'investissement et surtout après à pouvoir dupliquer. Puisque le but de l'immobilier, c'est pas de se concentrer, mettre toute son énergie sur le tout premier bien et d'essayer de faire all-in sur le premier. On en parlait hier, comme tu disais, en fait, l'intérêt de l'immobilier, c'est le cumul, c'est de répéter les opérations et en fait de faire grossir le patrimoine. Donc nous, on est vraiment cette vocation-là, d'amener la personne dans un point A qui est formé, qui a déjà compris ce que c'était l'IMO, mais qui a du mal à le mettre en place ou qui se retrouve submergé par Donc tes candidats, tu vas en fait, je peux pas aller sur ton site, commander une formation, Non, ça marche pas comme ça. non, Tu exactement. candidates Tu et candidates, tu acceptes ou pas. C'est exactement. sur dossier. On C'est comme candidate, on fait un premier tri entre guillemets dans le sens où c'est ni intéressant pour nous ni pour eux d'intérêt. Par exemple, comme tu dis sur les formations, n'importe qui peut en ligne payer une formation et intégrer le programme de formation. C'est juste des vidéos que vous recevez. Là, comme le but c'est qu'on sélectionne un nombre maximum de personnes pour pouvoir les accompagner individuellement, mais on ne va pas faire payer une personne l'accompagnement si en fait on n'est pas sûr que ça soit rentabilisé x5, x10 au bout des 6 mois d'accompagnement, parce qu'elle va se retrouver frustrée, ça fera la mauvaise pub, et en plus nous dans l'équipe on va perdre du temps, et alors que notre objectif c'est le pourcentage de passage à l'action. Puis ton client va être ton ambassadeur, etc. Et le client Donc, est tu l'ambassadeur. fais des cohortes, c'est ça, tu fais des par cohortes. On fonctionne au début par des petits groupes cohortes, maintenant on fait rentrer un peu plus régulièrement, donc tous les mois on fait rentrer un nombre d'élèves, donc 5-6 en ce moment, qui nous permet d'avoir un petit groupe pas trop gros, d'avancer ensemble et d'avoir un suivi aussi bien collectif qu'individuel. Et l'idée, comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, là, au fur et à mesure, les élèves qui sortent de ce programme, qui ont investi sur un premier et qui continuent sur un deuxième, un troisième bien, deviennent des ambassadeurs, parce qu'en fait, ça a fonctionné et ils en parlent autour d'eux. Et donc aujourd'hui, sur le retour que tu as depuis, ça fait combien de temps donc, que tu as monté ta boîte? Vraiment, du coup, avril 2022. Depuis 2022, tu as déjà du retour en quasiment 2 ans. On a quasiment, alors le retour, on est à quasiment plus de 70% de passage à l'action. Donc là, on est quasiment, aujourd'hui, qui ont fait 1 an de formation, on a un peu plus d'une cinquantaine d'élèves, donc quasiment 30-40 élèves qui ont acheté un premier, certains qui en sont déjà à leur 4e projet immobilier. En 2 ans? En 14 mois. Voilà, on a certains qui sont à 2 très gros projets, un peu plus d'1 million au total. On a des élèves qui ont fait 3 studios. On a de tout en fait, de l'immeuble, du studio. Et ces personnes-là, tu continues de les suivre après ou ils restent dans l'écosystème. C'est le but pour moi, c'était pas de faire du one shot en disant on t'aide sur ton premier ou le bien pour lequel tu viens, parce que j'ai ce côté passion qu'on avait ensemble à Clubhouse et tous les élèves, je les connais personnellement, je sais les projets qu'ils font, je sais où est-ce qu'ils habitent, etc. Et comme la stratégie est vraiment adaptée à leur profil, mais derrière, en fait, pendant les 6 mois, ils sont avec nous, donc on va vraiment être derrière eux pour les aider. Et par contre, ensuite, ils restent dans notre écosystème parce que, notamment, sur un deuxième, un troisième projet, ils auront toujours des petites questions à poser. Et en fait, ils pourront toujours nous les poser. Il y a un groupe en fait où ils vont s'entraider entre eux, j'imagine. Voilà, tous les mois maintenant, dans les régions, différentes régions, tous les mois il y a des événements. Ils font des apéros entre eux, ça redonne de la motivation, ils s'échangent des contacts. Et moi, c'est ça qui me plaît le plus, c'est de les voir petit à petit s'épanouir, voir que ça marche, se créer un petit groupe d'amis liés à l'immobilier. Et
Ouais, d'échanger ses succès comme ses échecs, quoi. C'est chouette. Oui, donc tu es vraiment dans l'accompagnement. Et ça, c'est rare, hein. Alors, pour information, je crois que dans les coachings, les programmes, il y a à peu près 10% des personnes qui passent à l'action. Bon, après, c'est extrêmement dur de passer à l'action. Parfois, on n'y arrive pas. Donc, c'est vrai que. Mais là, donc, c'est un taux de transformation. Ok, donc ça, c'est important. Des points maintenant. Alors, par rapport à ce que nous, on fait, moi, je dis toujours à nos WeLogers. Donc moi, je refais de la gestion depuis le début de l'année. Donc je suis très orienté, ça fait 2 ans que je dis, avec ce qui se passe, avec la remontée des taux, l'Ukraine, l'inflation, attention, vous n'arrivez pas forcément, donc quand on est mandataire en immobilier, agent commercial, enfin on l'appelle comme on veut, certains se disent agent immobilier, ce n'est pas forcément le cas, mais bref, quand on travaille dans l'immobilier, les temps de vente sont passés, enfin chez nous, de 1 à 3 mois à peu près en moyenne. Donc faire attention. Puis parfois, on n'arrive pas à vendre. Donc parfois, le client, il faut lui dire, écoutez monsieur, vous devez mettre en location, louer au lieu de vendre. Donc je sensibilise beaucoup. Qui plus est, avec tout ce qui est les normes, enfin les lois sur tout ce qui est DPE, enfin je ne peux pas ne pas en entendre parler avec climat et résilience, ça devient hyper important. Il y a des gens qui veulent vendre pour ça, il y a des gens qui ne peuvent plus faire de travaux. Donc c'est hyper important de se renseigner, de bien connaître. Moi, donc, je pousse à fond nos agents commerciaux, nos consultants, WeLogers, à se former là-dessus. Quel message tu donnerais à des gens qui travaillent dans l'immobilier? Est-ce qu'il faut travailler avec des structures comme la tienne, de suivre, quelle visibilité tu as? Enfin, qu'est-ce que tu penses, toi? En gros, là-dessus, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'être au courant, en fait, de toujours être curieux parce que ça bouge. Là, on le voit depuis 2 ans. On a l'impression que depuis 2 ans, tout a été retourné parce que les taux, on a fait x4, les normes DPE, on a les normes fiscales aussi sur la MNP qui sont en train d'arriver. Et pour moi, c'est ça l'intérêt d'être entouré de professionnels, peu importe accompagnement, agent co, structure, c'est en fait de connaître toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver. Et plus on va les anticiper en amont, tu vois, les DPE, par exemple, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais aujourd'hui, en arrivant à anticiper un petit peu ce qui va changer, ce qui va être mis en place, mais par exemple, certains ont vendu plus tôt que la masse qui a vendu plus tard. Pour les taux, c'est de dire, tiens, ça augmente, j'allais me positionner parce que les vendeurs, ils ont un peu plus de mal à vendre, donc j'allais me positionner là-dessus. Et plus on anticipe tous ces changements, mais plus on fait entre guillemets des bonnes affaires et ça permet de rester entre guillemets dans le jeu. Donc ton conseil, c'est le réseau, en fait. Et autre point par rapport à... Alors, c'est très bien tout ça, mais les taux, enfin, tu vois que les taux qui ont augmenté, les banques qui sont assez frileuses à financer les investisseurs immobiliers. Moi, je suis abonné aux Échos, quand tu vois, on dit il y a plus de... Enfin, moi, c'est fou. Je suis à la BP Med, moi, ils me financent l'acquisition d'un portefeuille de gestion. J'étais avec mon directeur d'agence, il me dit, et directeur de toute la région, que ce soit, me dit, mais c'est une catastrophe, on fait 40% de moins de prêts cette année par rapport à l'année dernière. Moi, ils me disent, on a fait 2 prêts depuis le début d'année, et c'est le 3e, parce qu'on est aussi en train d'acheter quelque chose. Je dis, vous avez du temps, c'est bien, donc il faut investir dans l'immobilier, mais si les banques ne prêtent plus, qu'est-ce que tu conseilles? Donc quand tu accompagnes quelqu'un, il se peut qu'ils suivent ta formation, mais que derrière, ils ne soient pas, entre guillemets, bankable. Comment tu les coaches par rapport à ça? Est-ce que tu vas dans ce degré de raffinement Là, j'en étais avec un ce matin. Chaque élève, on fait un bilan stratégique au début. D'accord. Exprès pour déjà définir quel est le type de projet, immeuble, maison, appartement, qui est approprié par rapport à ses objectifs, à sa situation et son profil psychologique aussi, et le secteur. Et également, on parle du budget. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, nous, le but, c'est que l'élève il passe à l'action et que si on ne donne pas de limite, on ne donne pas de structure sur le budget, le financement, en fait, peu importe le bien qu'il va trouver, si derrière, en fait, on aurait su avant que la banque n'allait pas financer, il va perdre. Donc quand tu dis budget, tu lui demandes s'il a de l'épargne, s'il a une capacité d'épargne. Ce qu'on fait exactement, c'est qu'on va mettre ensemble plusieurs points. Le taux d'endettement, premier, parce qu'aujourd'hui, les banques en nom propre ne peuvent pas Donc déroger. dès le début, premier rendez-vous, tu dis ton taux d'endettement, tu calcules avec lui. Ensemble. On le calcule ensemble, on demande les chiffres s'ils ont déjà fait des acquisitions, propriétaire, locataire, résidence principale, etc. On vient calculer à peu près, on n'est pas à l'euro près, le taux d'endettement. Et par rapport au taux d'endettement, on fait un calcul qui nous permet de dire, mais si tu pars sur un projet à 8 ou à 10%, combien la banque peut te financer? Et on sait qu'à ces 35%, on est sûr à 99% en nom propre, il est finançable. D'accord. Après, moi je dis toujours, à partir de là, par exemple, s'il a 100 000,
on lui dit attention, il faut au moins que tu aies 10 000 euros d'épargne de côté. Mhm. Pas forcément les mettre en apport, ça, on va voir comment le réduire avec lui, avec la banque. Mais au moins pour être sexy auprès de la banque, si tu as 10 000 euros, on sait que tu vas te faciliter le financement. Donc là, par exemple, quelqu'un, on calcule, il a 400 000 euros de budget, mais il n'a que 20 000 euros de côté. On ne va pas partir sur un projet à 400, on va plutôt partir sur un projet dans les 200. On sait que ce sera simple, et après peut-être un deuxième projet. Ouais, ce qui te permettra d'avancer. Donc ça, endettement, ça c'est en nom propre, c'est le premier point obligatoire. Et après, si on voit qu'ils sont un peu limite en endettement, on lui demande s'il peut s'associer. Est-ce qu'il a quelqu'un dans son entourage, la famille, des amis, qui a un profil un peu plus bankable, un peu plus finançable, peut-être des meilleurs revenus, moins de charges, etc., ou un peu plus d'épargne, en disant, mais si tu as quelqu'un sur lequel tu peux t'associer, même si lui ne touche pas trop à l'IMO, il a juste envie d'être tranquille, ben on sait que là, à partir de là, on a certaines banques, certains courtiers avec qui on travaille, qui, dès qu'on passe en société, on sort de l'endettement. Donc là, du coup, on sort de ça. Par contre, il faut quand même être sérieux, parce que c'est pas parce qu'on sort en société que la banque elle va nous financer un projet à 400 000 ou à 500 000 dessus. Ouais, donc de la même manière que nous, on fait un audit des biens, audit de valorisation des biens chez WeLoge, toi, tu fais un audit de tes candidats pour pas qu'ils aillent au mur. C'est génial de faire ça. En fait, c'est que à quoi on sert en fait dans l'accompagnement, c'est qu'on a avec l'expérience et tous les projets qui ont été réalisés en termes de banque, de finance, de fiscalité, on vient dès le début faciliter le travail. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne fait pas ça, mais l'élève il va partir sur un budget qu'il ne connaît pas forcément, il va trouver, et derrière ça va. On est d'accord, mais je pense que vous êtes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres de tes confrères qui font ça sur le marché, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc ça, c'est une super. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution des gens qui se mettent en ce qu'on appelle LCD, donc je répète, ce qui est Airbnb en location courte durée, en conciergerie, versus est-ce que gestion locative, versus est-ce que je dois mettre mon bien en gestion, est-ce que je dois le mettre en conciergerie, est-ce que je dois faire tout seul. Quelle est ta philosophie par rapport à ça? Alors la position, c'est que moi je suis très, on va dire, dans tout ce que je fais, que ce soit IMO ou entrepreneuriat, très orienté sur la gestion du temps et la charge mentale. Et aujourd'hui, ça va être la différence entre quelqu'un qui veut faire deux projets, trois projets immobiliers par exemple, et être tranquille. Là-dessus, il peut peut-être essayer de se le gérer lui-même, faire la courte durée, ça va demander un peu plus de temps, pourquoi pas. Dès qu'une personne a vocation soit à aller vite, à faire rapidement plusieurs acquisitions ou à faire un gros patrimoine, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et pour moi, c'est de se dire, en fait, si le premier bien, je le prends, je le mets en courte durée tout seul, je mets en loc tout seul, qu'il est à distance, ça me prend du temps, de la charge mentale, j'ai une barre de 100%. En fait, dans sa tête, j'ai une barre de 100%. Si ça en prend 20-30%, mais du coup, c'est ça que j'ai en moins pour chercher un deuxième bien, pour avancer sur un deuxième projet. Donc, des fois, il vaut mieux, surtout au début, quand on est dans cette phase d'acquisition, déléguer cette partie-là. Aujourd'hui, vous faites ça, vous déléguez un peu cette partie-là, vous vous concentrez que sur l'acquisition, votre zone de génie, elle est sur l'acquisition. Et après, au bout de 2, 3, 4 ans, tu fais un stop, tu prends du recul et tu dis, ok, j'ai tout ça, qu'est-ce qui me prend du temps, qu'est-ce qui m'en prend moins, est-ce que finalement, je me les reprends en gestion, j'essaye parce que je lève le pied sur le salarié, il ne faut pas oublier qu'on est salarié aussi à ce moment-là, je lève le pied, je récupère 35 heures semaine, bon, mais ok, j'ai envie de m'occuper, de gérer mes biens moi-même. Donc, ça, c'est vraiment côté charge mentale, de ne pas trop s'essouffler au début parce qu'on va aller dans le mur. Et le deuxième, c'est de trouver les bons professionnels parce qu'au final, que ce soit en gestion, conciergerie, agence ou pour les travaux, pour tout ça, il y a de tout. il y a de tout. Comme tu disais, c'est mandataire. Il y a de tout. Et pour moi, aujourd'hui, de plus en plus, on avance via le réseau. C'est-à-dire que. Ouais, donc toi, tu es en source dans ton programme, vous échangez, tiens, cette conciergerie dans telle ville, elle est bien. En fait, c'est telle agence, ça. elle est bien. On a une liste de partenaires, entre guillemets, j'appelle partenaires. Le but, c'est que si demain j'ai un élève qui veut mettre en gestion locative, qui veut faire des travaux, qui veut un expert comptable, on a déjà une liste de personnes qui sont validées, préqualifiées. Et en fait, pour nous, c'est un gros intérêt parce que s'ils passent par des gens qui sont préqualifiés, qu'on a déjà validés, j'aurai moins de questions ou de problématiques à traiter derrière. Parce que je sais que ça va bien se passer. Oui, donc c'est du gagnant-gagnant. Donc ça, c'est OK. Donc tu es en train de me dire, il n'y a pas de règle, entre guillemets. Ta position, elle est en fonction de chacun. Trouver le bon pro, hyper important. Trouver le bon pro, parce qu'au final,
en pensant se décharger mentalement, on va se charger si on ne trouve pas le bon pro. Donc trouver le bon pro et ensuite derrière de se dire ok, quelle est ma zone de génie? Est-ce que moi je suis très fort dans la gestion log ou est-ce que j'ai pas envie de m'embêter avec des locataires? Je délègue et je passe à autre chose. Et comment tu vois le marché? Enfin, moi ma manière d'analyser, c'est que quand tu achètes en général les premières années, tu vas tenter de te mettre, enfin, de faire du cash flow max. C'est-à-dire, je me mets en LCD, conciergerie. Peut-être qu'après, je vais évoluer, je vais mettre mon bien en meublé, donc je le mets en gestion locative pour avoir. Alors, moi, je répète toujours, l'intérêt, c'est d'avoir la GLI, hein, on en a parlé. C'est mettre une. Parce que face à un bien, j'ai souvent un crédit, enfin, tout le temps un crédit. Donc, si j'ai pas de loyer, je suis feinté. Si j'ai pas de loyer, j'ai ma banque qui ne me financera pas mon prochain projet, etc. Donc, il me faut une GLI. Et puis les banques, à ton avis, les banques, elles aiment bien la GLI ou pas? Est-ce qu'elles sont sensibles à ça? Aujourd'hui, de plus en plus. Aujourd'hui, on l'a de plus en plus, les banques se sécurisent un maximum. Le marché est tellement bancal qu'en fait, elles ont vraiment besoin de se sécuriser. Et ce qui est de plus en plus demandé, déjà, c'est que quand on veut enchaîner les projets, elles vont dire ok, vous voulez un nouveau bien, un nouvel immeuble, il faut que déjà tout ce qui est en amont soit déjà loué pour aller vraiment étape par étape pour sécuriser ce qui a déjà été fait. Et si en plus on lui montre qu'on a une garantie loyer impayé qui est prise pour 80% des biens, mais derrière en fait elle va prendre en compte au lieu de 70% de la valeur locative, elle va prendre en compte 100%, puisqu'en fait si le locataire demain oui, il n'y a pas d'impayé. Il y a la GLI, elle tombe direct, et donc en fait la banque ça va la rassurer sur votre sérieux, capacité à anticiper les problèmes et dire qu'en fait il y a moins de risques de vous prêter sur un nouveau projet puisque la base est saine. Alors que si la base elle est louée mais qu'il y a un impayé là ou que c'est pas assez protégé, il y a de grandes chances que la banque. Ouais, donc l'évolution, c'est je démarre peut-être je me mets un LCD pour faire entre guillemets cracher le maximum de cash flow. Après, peut-être je vais évoluer sur de la location moyenne durée en meublé. Et puis aussi la fiscalité. On va voir comment la fiscalité va évoluer dans les années à venir, parce que c'est vrai que le gouvernement est en train de pas mal taper sur tout ce qu'ils appellent Airbnb, même si on a besoin d'hébergement. Hein. Il y a des villes qui n'ont pas assez de capacité hôtelière. Airbnb ne fait pas du mal partout, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et après, tu vois donc le bien évoluer. Est-ce que tu vas passer de la location meublée à la location nue ou pas, ou t'en sais rien? L'arbitrage, après moi je suis plus dans le sens commencer en location classique même, plutôt que de Airbnb. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on commence déjà en location Airbnb, ça va prendre du temps et la charge mentale. D'accord. Même si on passe par une conciergerie, il y a toujours un petit stress, il n'y a pas des revenus réguliers. Donc, nous, notre perso, demande du temps et de l'énergie, donc moins de temps et d'énergie pour enchaîner. Et en plus, au niveau des banques, quand on est sur la courte durée, comme on l'a vu tout à l'heure, si on est sur quelque chose qui est hyper tranquille, bon père de famille, hyper stable, la banque, il vaut mieux qu'il y ait 500 euros qu'elle prenne 100% des 500 euros plutôt qu'elles prennent 30% de 700 ou de 800 euros. Oui, parce qu'en LCD, elles prennent quoi comme soit ils prennent rien, oui. Soit ils prennent 30%, soit ils prennent maximum 50%. Ouais, sauf si ça tourne depuis 3 ans. Mais en fait, oui, il faut que tu aies un historique. Voilà, si tu n'as pas de track record, tu es mort. Ouais. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que si vraiment on est sur des banques comme ça, on va lui montrer une association locative comme si on le louait à l'année pour la rassurer un peu, mais elle ne prendra que les 70% de ça. Donc en fait, moi je suis plus dans le côté aussi bien banque que pareil, charge mentale et énergie. Commencer sur du classique, puisqu'en plus on est salarié à côté, donc on a quand même du temps qu'on ne peut pas allouer sur l'immobilier. Et après, plus on va évoluer, quand on va commencer à lever le pied sur le salariat, on va pouvoir prendre un peu plus de risques, puisque pour moi tout ce qui est location, oui, donc là tu vois dans l'autre notre sens, temps en fait. contre de l'argent, et donc on va faire évoluer, on va dire ok, là je veux plus de cash flow et je suis prêt parce que j'ai de la dispo à allouer plus de temps dessus, et donc je passe dessus, je prends un peu plus de risques. De toute façon, j'ai quitté mon boulot, donc la banque va moins me prêter. Et après, moi j'ai une vision à 5-7 ans de détention à peu près, où au bout de 5-7 ans, c'est là où on a quand même bien capitalisé. En général, si on a trouvé les bons secteurs, on a pris 30-40% de valorisation. Et à ce moment-là, si on veut continuer toujours dans l'IMO, c'est là où on commence, comme on l'a fait, à arbitrer. Tu arbitres, ok. On récupère la trésor et on réinjecte. D'accord. Donc tu ne conseilles pas forcément de garder longtemps On peut garder longtemps. On en a certains des biens, on a le même locataire depuis 8 ans. D'accord. Oui. Pas d'intérêt à vendre tout de suite. Ouais. L'arbitrage, c'est se dire, est-ce que j'ai besoin de trésorerie? Quelle va être ma plus-value aussi que je vais payer dessus? Et est-ce que
entre guillemets, entre gagner 500 par mois de loyer ou gagner 50 000 d'un coup. Donc en fait, tu recommandes pour quelqu'un qui est investisseur immobilier de faire estimer ses biens de manière régulière? Ouais, moi, je le fais tous les mois, à chaque financement du coup. À chaque financement, alors je le fais juste avec ce loger meilleur agent dans un premier temps pour avoir un ordre de grandeur et montrer à la banque. Et en fait, des fois, les banques, on commence à avoir pas mal de patrimoine, elle va demander à ce Un qu'il y avis ait de valeur. un avis de valeur, un vrai avis de valeur. Surtout en ce moment où, comme le marché déraille un petit peu, Ouais, là, il y a plus moi, on de me l'a temps. demandé. Hein, Voilà, du coup, les banques, surtout sur ce qui a été acheté depuis pas très longtemps, disent ok, tu as acheté ça à 100 000, combien ça vaudrait si tu le vends demain pour se protéger, parce que les banques elles se protègent avec ouais, ça. puis c'est l'occasion de remettre Et ton patrimoine. Tu discutes avec l'agent du quartier ça. et puis il te dit voilà, ça vaut tant, tant, tant. Exactement. Donc c'est bien. Ouais, donc ça, tu maintiens quand même de manière Je assez le maintiens- régulière Je le maintiens régulière. un Pourquoi? Parce argus que de ton. Enfin, c'est voilà. ça. Parce que, ça te permet de voir quel est ton patrimoine net si demain tu vends tout. Donc, c'est un argument auprès de la banque. Et demain, si il y a un problème sur le nouveau, les autres, c'est valorisé, on est bon. Et surtout, à un moment donné, c'est là où on se rend compte de dire ah ouais, celui-là, au final, si je le vends demain, je récupère 60 000, 70 000. Et donc, c'est des indicateurs qui me permettent de prendre des décisions d'arbitrage et de dire. Oui, puis à l'occasion, un locataire s'en va, tu dis tiens, plutôt que de le relouer, c'est ce qui s'est passé. C'est ça, voilà. Et c'est passé ça, un locataire partait, on a testé la loc, il y a eu pas mal de demandes. J'ai vu du coup avec l'estimation la marge qu'on allait pouvoir dégager. On a dit on teste une vente, 15 jours, voir si ça prend, comme le marché n'était pas top. Ça a pris, au pire on s'est dit au pire dans 15 jours, 3 semaines, si ça prend pas, on remet en location et ça repart pour 3 ans de... Ouais, nous, on a un tableur avec notre patrimoine brut, net, la on banque, le réévalue et comme ça, voilà, quand tu fais un prêt, les banques, voilà, tu montes juste le démarrage tableau. du prêt, Tu montes juste le tableau. voilà, combien il vous reste de CRD, et au moins ça te permet, au début tu dis, je ne rembourse pas lourd par mois, et en fait on se rend compte année après année qu'en fait on a quand même pas mal capitalisé, Ouais. et c'est assez plaisant, moi je trouve. Au début, autant c'est agaçant à faire, Au début c'est lourd. mais une fois que tu as pris l'exercice de le faire, enfin, c'est petit pas, petit Et pas. plus tu cumules d'IMO, et en fait, nous on s'est rendu compte sur le premier, mais même sur tous ceux qu'on a aujourd'hui, en fait, souvent on est trop focalisé par les réseaux sociaux sur le cash flow, la rentabilité. Mais en fait, il y a 3 piliers d'enrichissement. Donc, il y a le cash flow, le remboursement du capital et la valorisation du bien. Oui. Et aujourd'hui, nous on se rend compte, si demain on vendait tout, je crois que 80% de ce que chaque projet nous aurait créé comme valeur vient de la capitalisation et la valorisation dans le temps. Le cash flow, c'est que dalle. Ouais, donc parce en que fait, c'est un faux problème. Tu rembourses tous les mois. Oui. Et en plus, ton bien, si tu as bien acheté au bon endroit, il prend 20% sur 3-4 ans. Donc en fait, si tu devais conseiller quelqu'un qui démarre dans l'immobilier aujourd'hui, quels seront tes conseils? Enfin, c'est bien vaste comme question, mais... Ouais, conseil général, arrêtez d'écouter les réseaux sociaux. Non, conseil général, c'est de prendre un max d'infos, de bien comprendre. C'est un peu la loi de Pareto, le 80-20. Se former. Se former, vidéos gratuites, YouTube, etc. Bien comprendre. Tu viens de dire d'arrêter les réseaux sociaux. Ouais, mais alors, réseaux sociaux, c'est plus le côté. En fait, c'est d'abord de prendre un max d'infos, de comprendre ce qui est possible de faire, Okay. de passer ce mindset, de dire ok, je comprends que l'immobilier c'est intéressant, c'est pour moi. Et après, à un moment donné, au moment où on passe à l'action, de couper un peu les réseaux sociaux, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, on peut partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va dire la courte durée, de la coloc, de l'immeuble, etc. Si vous dites ça, en général, c'est parce qu'ils ont fait que ça et qu'ils peuvent vous conseiller que sur ça. Quelqu'un qui va vous dire qu'il faut faire de la coloc, si vous venez le voir pour un immeuble, il ne va pas trop savoir. Donc, le problème, c'est qu'on va partir dans tous les sens et dans 6 mois, vous y êtes encore parce que vous aurez changé 4 fois de stratégie. Donc, se former dans un premier temps et après canaliser, étudier sa propre stratégie, c'est dire ok, par quoi je démarre, comment c'est simple, ne pas vouloir faire une construction, un agrandissement, une division, un truc trop complexe. Et tu fais ça seul ou tu intègres tu vois, comme on faisait à Clubhouse, on conseillait des gens tous les jours. Est-ce que tu penses que tu intègres un groupe, si tu genre peux, style mastermind, style je sais pas quoi, groupe je pense que c'est d'investisseurs? même mieux, comme tu le dis, pour toujours rester un petit peu au courant de ce qu'il fait, etc. Donc côté réseaux sociaux, mettre un petit peu de côté. Mais par contre, en fonction des villes, de la possibilité d'intégrer des petits groupes. Alors, ouais, donc de démarrer ton réseau, quoi. Démarrer le réseau. Il y a plein de choses sur Meetup, il y a plein de groupes en fait où toutes les semaines ou tous les mois ils se rencontrent. Déjà, c'est un peu plus en local, donc vous aurez des contacts en direct en local, plus connaissance du marché en local. Et en plus, c'est souvent plus bienveillant
que les réseaux sociaux et vous serez dans le vrai. C'est-à-dire que vous allez voir, ok, lui, il a fait tel projet à tel endroit et c'est possible et ça motive énormément. Oui, donc c'est vraiment d'aller dans le vrai. Et tu conseilles par rapport à ça d'investir dans la ville dans laquelle on habite ou, enfin, Alors, parce que moi, quelqu'un. j'ai conseillé quelque chose que j'ai pas du tout fait, donc c'est bien. Je conseille toujours à 1 heure, 1 heure et demie autour de chez soi. Surtout sur les premiers projets, parce qu'en fait, il y a tellement de choses complexes à apprendre à assimiler. Si en plus tu te dis, tiens, je vais faire Non, mais 3 quelqu'un heures qui de est, enfin, route d'accord, mais quelqu'un qui est à Paris, qui démarre dans la vie, à qui a Paris, déjà un loyer qui coûte pareil, une blinde, non. il À met 1 heure, quasiment 1 heure à sortir de Paris. Non, alors mais- 1 heure, déjà en prenant le train, on est à Vierzon en 1 heure, D'accord, ok. on est à Évreux, on est à. D'accord, donc On en peut périphérie rapidement, parisienne, aujourd'hui, on trouve des biens facilement. achetés qui sont. 80% de mes élèves sont parisiens. Ok, et eux arrivent à acheter. Tous arrivent à Ok, acheter. donc, Et du budget, 70 000 euros le dernier d'accord. budget. Donc, pas loin de chez vous, à une Ouais. heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie, dans l'idée, c'est quoi? C'est en fait, en gros, c'est 1 heure en général et 1 heure et demie pour la région parisienne, puisqu'il faut D'accord. sortir un petit Ok. peu de cette région. Donc, voiture, train, ça peut permettre déjà d'être assez loin. Pas besoin de plus loin parce que dès qu'on est un peu plus, en fait, c'est compliqué après pour la gestion derrière, c'est D'accord. compliqué même pour aller faire des visites, pour suivre les travaux. Donc les premiers, on reste assez simple, 1 heure et demie autour de chez soi ou de là où on a grandi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, on a grandi et on a de la famille, des personnes qu'on connaît qui pourraient peut-être aller visiter pour ça. D'accord. Si on a vocation dans 5 ans à revenir habiter là où on a grandi, peut-être que c'est mieux d'aller dans ce côté-là. D'accord. Donc il y a ces deux options. En général, on va quand même privilégier le côté autour de chez soi. On fait le projet seul au départ. Et donc ça permet de pas se rajouter une contrainte Ouais. supplémentaire dans l'acquisition. Ouais, donc en fait, c'est donc le réseau. Enfin, je me forme, je me fais du réseau Ouais. et j'investis pas loin de chez moi. C'est pas un sujet. Et comme j'ai du réseau dans la ville où je suis, c'est un cercle C'est vertueux. un cercle vertueux. D'accord. Et je démarre pas forcément en LCD. Tu vois, on entend tellement qu'il faut faire aujourd'hui de la conciergerie, etc., du Airbnb, du cash flow. Tu as raison. On entend Aujourd'hui, tellement on vers en trop ça. parle parce que la vocation des réseaux sociaux, c'est vendre un peu du rêve. Et aujourd'hui, avec des taux à 4, 4,5, on va redescendre à 4, quitter son boulot grâce uniquement au cash flow, il faut aller faire de la courte durée pour aller chercher du cash flow. Le problème, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie de quitter mon boulot dans 6 mois, donc juste avec mon premier projet, ou est-ce qu'en fait j'ai une stratégie sur 3-5 ans D'accord. à mettre en place, ou là, parce que le problème c'est que si on fait une courte durée sur un premier projet, on est à fond dessus, et ben on va mettre 1 an et demi à trouver le deuxième. Ouais, puis tu es bloqué. Donc T'es tu viens bloqué, d'expliquer, tu es bloqué etc., pour réacheter, pour enchaîner. etc. Ok. Alors que si je fais quelque chose de simple, qu'en 3 mois je l'ai fait, 3-4 mois j'ai trouvé et dans 6 mois j'ai acheté, mais le deuxième, en fait moi les élèves qui ont fait 4 projets en 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont trouvé un premier projet qui tournait tout seul, le lendemain ils ont fait une offre sur un deuxième projet qui était accepté, un mois après ils signent un compromis et en fait ça a Ouais. permis de faire 4 projets rapidement et à 3 ans, 5 ans, ils vont aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui a voulu faire D'accord. une courte durée au début. Ouais, donc ça c'est génial. Comment on peut te trouver, Joris? Ta boîte, comment elle s'appelle? Meraxia. Ok. Moi, j'aime beaucoup ces posts. Vous irez voir sur Instagram. Joris, il nous fait des carousels. Non, mais c'est pas un vendeur de rêve. Hein. Je suis désolé pour ceux qui veulent du rêve. C'est de la réalité, c'est concret, c'est des exemples. Ça me parle. Voilà. Donc, je trouve que c'est vrai, c'est dans le vrai, c'est top. Écoute, il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter? Déjà, Non. merci pour l'invitation. Non, vraiment, comme on l'a dit globalement, c'est pas se mettre de la pression, surtout sur les premières acquisitions, pas se mettre de la pression. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait des gros projets, on se rend pas compte de tout ce qu'ils ont fait en amont, toutes les heures qu'ils ont passées en amont. Oui, on voit pas la face Ouais, on voit pas cachée la face de l'iceberg, cachée. en fait. Ouais. Et juste de se donner confiance sur un premier. Et en fait, de ne pas hésiter à se faire accompagner ou à être formé parce que on le voit beaucoup comme une dépense au début. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais là, vraiment, il y a du concret. On le voit beaucoup comme une dépense au début. Et juste pensez-le plutôt comme un investissement et réfléchissez juste en disant, tiens, si je vais avec telle personne, si elle me permet finalement en 6 mois d'acheter un premier bien et de me décomplexer et de me rassurer, et que derrière, en fait, la vraie conséquence de votre investissement, c'est pas le premier, c'est d'être autonome ensuite pour un deuxième ou un troisième. D'accord. Sur du long terme, c'est un gros atout. Ouais, c'est clair, c'est intéressant. C'est complètement ça prend le contre-pied de tout ce qu'on entend. Non, mais c'est génial. Écoute, Joris, merci beaucoup.
C'est génial. Si vous voulez suivre Joris et peut-être candidater, parce que il prend pas tout le monde, vous l'aurez compris. Ceci dit, sans même candidater, suivez-le, c'est hyper inspirant. Merci Joris. Merci à très Sam. vite alors. Très Bye vite. bye.